Bienvenue à tous et à toutes. Donc, le pavillon reprend enfin ses activités après une longue interruption. Donc, on reçoit aujourd'hui notre invité Feliye Lejli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Feliye, on vous a invité dans le cadre de la rubrique Un architecte neuf. Donc, on a déjà reçu dans le cadre de cette même rubrique deux architectes, Soulaïma Foulati et Chacha Attala, qui sont venus nous parler de leurs projets respectifs. Donc vous êtes notre troisième invité dans cette rubrique. Et donc voilà, on instaure un peu une habitude d'avoir des moments privilégiés de partage et d'échange avec un architecte autour de son projet. Donc Feliye Lejli, vous êtes architecte, vous avez fait vos études à l'ENO, donc vous êtes ici chez vous. Vous avez effectué de nombreux stages dans différents pays, donc en France, à Paris, aux États-Unis, à Washington et au Brésil. Ensuite, vous avez travaillé à Malte durant 4 ans avant de vous installer donc, en Tunisie et de fonder votre propre agence, Atelier FF. D'ailleurs, vous fêtez cette année vos 10 ans de l'agence. Donc, bon anniversaire. Et on est ravis donc, de fêter avec vous cet événement, ici au pavillon bleu. Alors, Feliye, vous êtes sensible à la dimension poétique de l'architecture, donc à l'invisible, comme vous dites, et vous travaillez d'ailleurs beaucoup avec la lumière dans vos projets. C'est votre matériau de conception. Et vous n'avez pas peur des défis, puisque vous dites, vous avouez, que plus le site est complexe et plus vous vous amusez. Donc, vous essayez toujours de trouver un ancrage au contexte aussi dans vos projets. Et c'est ce qu'on va peut-être sûrement voir aujourd'hui avec vous dans votre projet, donc la Faye House. Faye ou Faye? Faye. Faye. Après, peut-être vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi ce nom. Donc la Faye House, qui est le projet d'une maison individuelle qui se situe à Medellín Couto et qui a été livrée en janvier 2022. Donc, Feliye, vous nous avez ouvert les portes de votre agence. Donc, vous avez accueilli nos étudiants, les étudiants du club Indigo, et qui vous ont filmé, qui ont filmé votre univers. Et, je vais donc laisser Eya parler un petit peu de cette visite. Et Eya, donc, qui est la présidente du club Indigo, qui gère, entre autres, parmi ses activités, qui gère le pavillon. Donc, c'est des étudiants très entreprenants. Et donc, voilà. Donc, Eya va nous parler un petit peu de cette visite qu'ils ont fait chez vous. Et elle va annoncer l'exposition qui va se dérouler la semaine prochaine. Voilà, donc on a eu l'occasion justement de venir à l'atelier de Feliye Lejli et on vous remercie pour cet accueil. On a tout de suite été pris par le nombre des maquettes, des échantillons et de toute la... Enfin, comment vous travaillez, et donc merci de nous avoir fait découvrir votre monde. On a beaucoup discuté. Dernièrement, on a oublié, je pense qu'on a enregistré, ce qui n'a pas facilité le travail de Baluch qui a fait le montage. Et justement, à cette occasion, je voulais remercier toute l'équipe de médiatisation qui font partie aussi du club. Donc, à savoir Mohamed Benafne pour le montage, Yessine et Youssef aussi qui sont venus avec nous à l'atelier et pour la réalisation. Et pour l'affiche, donc Ahmed Abdes et Youssef. Merci. Et voilà, donc voilà, et on vous accueillera aussi au sein même du pavillon pour l'exposition qui aura lieu le mardi prochain, donc le 17, jusqu'au samedi 21 au pavillon. Bonjour à tous. J'aimerais à mon tour remercier l'équipe du club Indigo et donc, du pavillon bleu. Et en particulier Alia, qui est aussi une ancienne camarade de classe quand on était ensemble à l'ENO. Et je suis particulièrement contente d'avoir pu
lever un petit peu la tête de mes maquettes, de mes dessins, et quitter un petit peu les chantiers pour remettre un pied dans le milieu universitaire, puisque j'ai enseigné pendant une dizaine d'années déjà à l'ENO et à l'ULICA. Et j'ai dû me replier un petit peu pour pouvoir me concentrer sur mon travail en atelier, dans mon atelier d'architecture. Et là, j'espère reprendre très prochainement l'enseignement. Donc, ce projet qui s'intitule Firehouse, et j'avais déjà l'intention de vous expliquer très brièvement le titre, mais bon, Ali l'a demandé aussi. La plupart des noms qu'on s'amuse à donner au projet font référence à un des concepts du projet. Mais là, il y a eu une musicalité qu'on a bien aimée dans les initiales des deux propriétaires de la maison, donc de leur prénom. Et donc, Firehouse, ça a bien sonné, et du coup, on a préféré garder le nom qui a été mis au départ pour organiser les fichiers. On l'a gardé finalement comme étant le nom du projet. Voilà. Donc Firehouse, c'est une maison pour une famille qui avait acheté un terrain à Medellín-Koto. Donc c'est la banlieue sud de Tunis. C'est un quartier que je ne connaissais pas beaucoup avant d'avoir cette commande. Et dès que j'ai su que j'allais concevoir une villa dans ce quartier, j'ai été me promener très souvent dans le quartier et j'ai découvert en fait un très très beau quartier. Donc c'est à l'époque coloniale, c'était une zone agricole et qui par la suite a été inscrite dans le PAU, et donc il y a eu beaucoup de villas dans de grands terrains qui ont été construites pendant la période coloniale, et ces villas ont un caractère très rustique, pittoresque, très charmant, mais beaucoup de ces villas ont été détruites. Mais on peut encore aujourd'hui voir, en s'enfonçant dans les rues de Medellín-Koto, plusieurs de ces villas. Et il y en a beaucoup qui sont en pierre, d'autres qui ont des toits avec des tuiles en terre cuite. Il y a beaucoup de fer forgé, mais beaucoup d'entre elles, on ne voit pas grand-chose parce qu'elles sont noyées dans une végétation très luxuriante. Et après, quand on voit dans la rue principale de Medellín, on voit toute cette urbanisation qui a été apparemment mal organisée, et on est un petit peu déçu de l'évolution de ce quartier. Et donc j'ai immédiatement voulu me relier à ce qu'était ce quartier avant, parce que j'ai évalué que c'était quelque part un patrimoine qui était très riche, et je ne comprenais pas pourquoi ce quartier a évolué de cette façon. Et donc je voulais quelque part que cette maison, qui forcément est contemporaine, établisse un lien avec ce qu'était ce quartier avant. Et très rapidement est venue l'idée de construire une maison en pierre. Donc j'étais revenue sur mes archives, donc il y a 10 ans, lorsque je suis retournée me réinstaller en Tunisie. J'ai parcouru le pays pour essayer de chercher les carrières de pierre et les différents types de pierres qu'on utilisait en Tunisie. Là, c'est une très jolie pierre sur laquelle j'étais tombée dessus du côté de Tvold. Ça s'appelle le Tebout, et c'est une pierre tendre qui est très facilement malléable, donc on peut facilement tailler.
et elle est très proche de la pierre qu'on utilise, enfin qui a été utilisée pour construire les châteaux dans le sud de la France. Mais elle se présente comme découpée comme des morceaux de sucre sur place dans la carrière. Mais après, on a évalué que c'était un petit peu trop loin d'aller chercher cette pierre quand même à presque 3 heures de Megri. Et j'avais discuté avec un confrère qui avait fait un centre thermal Lintier. Et il a utilisé une pierre locale, très jolie aussi, qui est marron, ocre, qui avait des tonalités assez intéressantes. Et là encore, il fallait ramener cette pierre de loin. Donc du coup, je me suis dit, il faut repartir à la recherche d'une pierre de taille, mais qui soit proche du périmètre du terrain. Et donc c'est là où on a été un petit peu vadrouillé du côté de Van der Kujdi. Et là on est tombé sur cette pierre de Jebel-Setten. Donc lorsque j'ai discuté avec le fournisseur, il m'avait dit qu'il n'avait pas vu forcément cette pierre être utilisée pour la construction. Jusque-là, les gens venaient se fournir pour l'utiliser dans des petits murs de clôture ou dans des aménagements de jardin. Du coup, j'ai pris un bloc de pierre et j'ai été voir un ami à moi qui est un ancien compagnon de France, qui est aussi tailleur de pierre. Et on a fait des petits tests ensemble pour voir un petit peu les propriétés de cette pierre. Et elle s'est avérée être très différente de la pierre que je viens de vous montrer, qui est le Terout que j'avais trouvé à Tirolba, qui est plutôt une pierre tendre. Alors la pierre de Jebel-Setten est très proche de l'ardoise. Et sa taille est plus compliquée et elle demande beaucoup plus d'efforts physiques. Et il y a un sens dans lequel il faut découper la pierre selon qu'on veuille faire des blocs pour construire avec les murs ou alors dans son côté feuilleté, dans l'autre sens, pour faire des dalles assez fines. Donc j'en ai discuté avec le client. On essaye toujours de tâter le terrain. Il y a toujours une petite intention cachée de vouloir pousser le client de construire en pierre parce qu'on estime que c'est une ressource locale qui est très intéressante. Nous avons le savoir-faire pour le faire. Et thermiquement, on a tout à gagner sur le plan confort thermique, etc. Bon, souvent les clients ne sont pas très d'accord là-dessus. Là, le client était pas mal motivé pour le faire. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'aspect visuel de la pierre. Il n'était pas intéressé par le fait de construire en pierre en termes de système de construction, mais plutôt il aimait bien l'idée d'avoir un petit clin d'œil à quelque chose de brut, de rustique, etc. Donc là, on a essayé de pousser l'ingénieur génie civil d'utiliser la pierre dans son rôle porteur. Malheureusement, ça a été un bras de fer perdu, parce qu'il y avait 2 gros porte-à-faux assez complexes dans le projet. Je vous montrerai la volumétrie tout à l'heure. Et du coup, on s'est dit on va s'attraper dans le projet suivant et on a eu droit à une maison 100% en pierre dans le projet juste qui a suivi. Donc là, on a du coup ramené des tailleurs de pierre de Tela et de Sidi Bouzid. C'était une très très belle équipe. Et on a décidé que même si la pierre n'allait pas être utilisée dans son rôle porteur, on a quand même tenu à avoir des cloisons en pierre pour, encore une fois, l'aspect thermique et d'autres avantages. Et du coup, on a des murs de 50, 60, d'autres qui vont jusqu'à 80 cm d'épaisseur. Et donc, cette équipe était assez formidable parce que quand le chantier s'est terminé, en fait, on s'est amusé avec mon assistant à scanner tout le bâtiment. Et on était vraiment émus de voir l'exécution de nos plans au millimètre près. Quant à la partie de l'ouvrage qui était en pierre,
et avec des fosses équerres de 7 cm dans la partie de l'ouvrage qui était conçue en poteaux, poutres et béton et maçonnerie en briques. Donc il y avait un travail de précision assez extraordinaire, il y avait des techniques bien spéciales qu'ils avaient mis en place et on pouvait obtenir exactement ce qu'on voulait en taillant la pierre. Donc, bon, c'était un petit peu apocalyptique le chantier en phase pendant la taille, parce qu'on ramenait de gros blocs et les tailleurs, ils étaient sur place en train de tailler, et donc il y avait tous ces déchets partout. Mais l'échange était vraiment riche, et je pense que c'était la plus belle partie de ce chantier. Parce que juste pour la petite histoire, la maison se situe dans une impasse et qui s'appelle l'impasse des poètes. Et à un moment dans ce chantier, c'était assez cauchemardesque, on était vraiment face à une impasse. Mais vraiment, ces tailleurs de pierre ont ramené toute la poésie et toute l'énergie qu'il nous fallait pour nous motiver à finir ce chantier qui était toutefois assez cauchemardesque dans sa difficulté et sa complexité. Bon, alors donc la pierre a constitué, certes, l'axe principal sur lequel on a construit un petit peu le concept de cette villa, mais il y avait aussi le terrain. Le terrain qui était assez particulier parce que, donc déjà, Megrin Koto, c'est un quartier qui est un petit peu en hauteur, sur une colline. Donc le terrain est accidenté, nous avons une pente de 3 mètres sur la partie la plus courte du terrain. Nous sommes mais vraiment pris entre plusieurs mitoyens. Celui vers le sud n'avait pas encore construit, mais on voyait un petit peu la chose venir parce que le cahier de charge a changé. J'avais intuitivement prédit qu'il ne respecte pas les retraits, qu'il s'élève en hauteur et qu'il nous collerait éventuellement. Donc ça a été immédiatement pris en charge dans la conception. Et il y a aussi le fait que la façade sur rue soit extrêmement petite. Donc là, malheureusement, ça ne se voit pas beaucoup, mais donc en fait, il n'y a que ça qui donne sur la rue. Et ça, c'est la partie donc, nord, et voilà, ça c'est la partie... là, c'est une des maquettes d'études. Ben, je vous ramènerai à l'occasion de l'exposition la toute première maquette qui était un cube implanté dans la pente. Donc de toute façon, on n'avait pas d'autre choix que d'avoir un premier accès à partir de la rue. Donc il fallait utiliser le côté haut de la rue, mais on ne voulait pas non plus remblayer 3 mètres et suspendre tout le projet. Bon, l'idée du cube n'avait pas trop plu aux propriétaires parce qu'il y avait un travail de demi-niveau qui à chaque fois se mettait en relation avec le terrain qui était en pente qu'on voulait préserver dans sa pente. Elle a dit qu'il y avait trop d'escaliers, que c'était pas pratique, etc. Et du coup, on s'est dit ce cube, on va le tronquer et on va le poser au-dessus de ce volume en L qui, en fait, est le volume en pierre. Et donc, là, je pense qu'on peut le voir sur la coupe. Donc, il y a clairement une partie du projet où on rentre par la rue. Donc, on s'est mis au niveau haut de la pente. Et après, on s'enfonce dans le projet et on est adossé à la colline. Et là, la partie basse de la pente, c'est là où il y a le jardin et la piscine. Alors, donc, il y a clairement 2 expressions de la volumétrie. Il y en a une qui est assez monolithique, assez fermée, côté nord. Donc la fenêtre en longueur que vous voyez sur la gauche, ce n'est qu'une fenêtre en briques de verre qui donne sur des escaliers qui mènent vers une petite chambre secrète qui est là. Et la petite fenêtre en longueur qui est là, c'est une fenêtre haute de la salle à manger qui est quasiment, qui est semi-enterrée. Donc c'est une fenêtre haute. Et là, c'est le volume qui est entièrement aveugle, côté nord. En revanche, de l'autre côté, ça c'est la volumétrie côté sud. Alors,
on s'imaginait bien que le voisin qui était en cours de construire sa maison allait nous coller. Donc, on avait prévu ça et donc on a soigneusement pris le soin d'avoir une façade aveugle là où on s'est mis à 4 mètres de retrait. Donc, on était assez proche de lui. Cette partie de la volumétrie, en revanche, elle est plus en recul. Et du coup, on a pu s'ouvrir côté sud avec pas mal de baies vitrées sur le jardin et la piscine. Là, on a quand même ouvert pour l'orientation qui était intéressante, mais aussi parce qu'au loin, on arrive à voir quand même la montagne de Jebel Bougamine, etc. J'espère que je vais vous préparer toutes ces photos pour l'expo. D'accord ? Donc, ça, c'est les deux principales les façades. Il y a là, on peut clairement voir le côté assez perforé, disons, du monolithe, que ce soit le bout du cube blanc ou alors le volume qui est en pierre. Et là, par contre, on voit clairement, là aussi, donc c'est toujours la partie sud du projet. Et voilà, comme on a fermé côté nord le salon, la partie de l'espace de vie, qui est au-dessous du porte-à-faux, elle est ouverte côté est. Bon, donc en fait, l'idée de ce dispositif d'entrée, si on peut appeler ça comme ça, c'était de ne pas forcément renvoyer à l'idée d'avoir une maison en cuvette ou d'avoir une rentrée, une maison où l'on descend pour entrer. On avait peur que le client ait l'impression de rentrer dans une cave, dans un sous-sol. Donc on a tenu à suspendre le cube pour laisser la lumière entrer, et on a un petit peu sculpté pour avoir des percées vers le ciel. Les deux petites fenêtres que vous voyez côté ouest, c'est des fenêtres qui donnent sur l'escalier, qui mènent vers les chambres à coucher. Et on a parfaitement assumé l'aspect complètement opaque de cette partie qu'on voit en premier dès qu'on rentre dans la maison. Au fur et à mesure qu'on descend, on voit tous ces jeux de lumière, on a une fenêtre vers le ciel et bien évidemment l'aspiration vient de toutes ces maisons qu'on voit avec les patios. Il y a ce beau spectacle des nuages que voilà, on s'est dit, c'est pas vraiment un patio proprement dit qu'on a créé, mais ça génère un petit peu des spatialités assez similaires. Alors, donc là, on voit clairement à la partie du projet qui est adossée à la colline et qui est quasiment semi-enterrée. Et ça, c'est le fameux volume en pierre. Vous pouvez voir les épaisseurs des murs où on a pu faire des murs travaillés à la manière traditionnelle, c'est-à-dire taillés dans la masse. Et là, on a quasiment 80 d'épaisseur, ou plutôt 75, parce qu'on a encastré toute la partie cuisine dans ce volume en pierre. Et là, il y a une banquette pour l'espace pour manger, qui est en face de la piscine. Et donc, on s'est dit, aussi massif que ce volume puisse être, on voulait se donner le défi d'avoir aucune cloison. Donc, c'est complètement ouvert. Quand on rentre, il y a une visite. On voit un petit peu la salle à manger, la cuisine, on entrevoit la piscine, et puis il y a le salon. Après, on va vers l'espace mi à partir de cet escalier-là. Et là, c'est un plan assez simple où on a optimisé la circulation verticale et la circulation horizontale au maximum. Et on a un carré de 11 par 11. Il y a la suite par an. Il y a les 2 chambres pour enfants qui donnent vers le sud, vers l'est. Et là c'est le patio, pas le patio, mais la petite fenêtre vers le ciel qui est fermée. Là, c'est la petite fenêtre qui donne sur l'escalier. Et là, c'est la salle de bain des parents. Et là, c'est la chambre des parents. Et puis, on s'est dit, on va faire une baie vitrée qui a une vue sur un mur. Ce petit volume qui est en excroissance dans le volume en pierre, donc
c'est l'espace de la mezzanine qui est indépendant et qui a une circulation verticale indépendante. Et ce beau mur de pierre, c'est un petit peu le tableau qu'on voulait offrir aux parents qui ont cette baie vitrée qui donne sur cette terrasse qui a plutôt il y a le sentiment d'être plutôt dans un patio beaucoup plus que d'être dans une terrasse, puisque ce volume-là, il s'élève un petit peu. Et bien évidemment, ils ont une percée sur la piscine et le jardin, et sur le jouet de Bourgogne. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu un bout du mur qui donne, sur laquelle la chambre des parents donne. Et on voit toutes les tonalités de la pierre qui a pratiquement une dizaine, une quinzaine de tonalités différentes. Et cette pierre, quand elle est mouillée par la pluie, elle donne des couleurs. Lorsqu'on la voit au lever du soleil, elle a une autre couleur. Au crépuscule, elle a encore une autre couleur. Et toute cette richesse de palette de couleurs, pour nous, c'était un beau tableau à offrir plutôt que d'avoir une vue, entre guillemets, banale, conventionnelle sur une piscine. Et donc, après, on a discuté avec le client pour ne pas avoir de volet roulant. On voulait utiliser des matériaux, une migrine dans beaucoup de villas dont je vous ai parlé tout à l'heure, les villas coloniales. On voit des persiennes en bois, on voit des persiennes en fer forgé. Donc on a utilisé des panneaux en fer forgé pour les garde-corps, pour les fenêtres. Et on trouvait que ça ne gênait en rien les percées visuelles, et puis ça créait des petits jeux d'ombre et de lumière, et ça n'allait pas altérer forcément le côté, le caractère contemporain de la villa. Nous avons travaillé aussi bien pour le caractère de la volumétrie extérieure, mais on a beaucoup utilisé le fer forgé à l'intérieur. On a fait ce travail de tissage, mais c'était comme une paroi garde-corps dans le salon pour séparer l'escalier qui mène vers les chambres à coucher. Et on a travaillé d'autres détails aussi en fer forgé. Après, avec des ébénistes, on a fait des petits aménagements comme cette cloison en bois qui est à la fois garde-corps, mais aussi placard de rangement, garde-manger. Il y a le coffret d'électricité qu'on a camouflé aussi, donc c'est des parois qui sont en partie exploitées. Et après, on a aussi poussé le détail avec les ébénistes qui ont travaillé aussi avec nous pour dessiner la porte d'entrée. On a repris le motif du fer forgé pour sculpter la poignée dans le panneau de bois massif. On a introduit quelques matériaux comme le marbre blanc, etc., pour donner une tonalité assez neutre dans les intérieurs, puisque la pierre était quand même assez présente de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et là, les clients sont revenus vers nous pour dessiner tous les meubles de la maison. Donc là, ça c'est un des meubles qu'on est en train de faire avec un ébéniste. Donc c'est le meuble d'entrée. Il y a la partie pour accrocher les manteaux, la partie, les barres d'acier que vous voyez, c'est une partie du porte-manteau. Elle voulait une banquette pour s'asseoir, enlever des chaussures juste à l'entrée, le vide-poche, etc. Et puis une table pour sa fille, etc. Donc là, on s'amuse un petit peu à pousser le détail pour dessiner quelques accessoires et pièces de mobilier sur mesure pour la famille. Donc ça, c'est une démarche, on n'est pas les seuls à le faire. Donc pour nous, c'est assez évident que lorsqu'on cherche à créer un univers de vie, chaque détail finalement est là pour soit appuyer cet univers et ce caractère ou le dénaturer. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'accompagner le client, soit dans le choix des pièces de mobilier, soit de dessiner sur mesure quelques pièces de mobilier. Voilà. Donc ça, en gros, c'est la présentation du projet dans sa réalité physique, dans
la réponse à tous les besoins fonctionnels exprimés par le client, donc voilà. Mais quelque part, dans chaque projet, il y a toujours inconsciemment une quête personnelle d'atteindre une dimension poétique dans le projet qui, pour nous, peut-être que les usagers n'en sont pas conscients ou ils ne le formulent pas clairement dans la commande. Donc ils vont parler d'un espace pour dormir, pour manger, mais on se dit que générer un dispositif spatial qui puisse donner lieu à un espace où l'usager vit une expérience contemplative et qui puisse se lier à son environnement, au ciel, à la lumière, c'est un besoin peut-être aussi fondamental ou aussi vital que de bien aménager une chambre à coucher pour dormir ou de bien aménager une cuisine pour manger. Et du coup, on essaye toujours d'avoir ces petits bouts d'espace où on donne la possibilité à l'usager de s'installer dans une expérience contemplative ou immersive. Et comme cette petite fenêtre sur le ciel, ou alors toutes ces tonalités de couleurs de la pierre. Et je pense que finalement, c'est ça qui nous anime à chaque fois. Et c'est un des objectifs qu'on cherche à atteindre dans chaque projet, au-delà de répondre au mieux à la topographie, à l'orientation, au programme fonctionnel, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu la démarche finalement qu'on retrouve à chaque fois dans chacun des projets qui sont abordés en agence. Et il y a cette citation de Nietzsche qui dit que l'architecture engage quelque chose du monde, quelque chose du sens de la terre. Et je pense que nous sommes redevables d'honorer cet engagement. Et donc là, juste pour finir, malheureusement, on n'est plus très en contact avec toute cette belle équipe de TEL qui sont venus de loin, qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Mais je tiens vraiment à les remercier, à les nommer. Donc, Mohamed Rochdi Sefi, Khmaïs Mahmoud, Kemel Tibi, Thierry Walwaf, qui est un ami, qui est un ancien compagnon de France et tailleur de pierre, qui nous a aidés sur les finitions. Et j'aimerais aussi remercier mon assistant, qui est architecte, qui a géré avec moi ce chantier qui était très très compliqué, et qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Kemel Bati. Voilà. Merci, Olivier, pour cette belle présentation et pour ce bel hommage aux tailleurs de pierre qui ont ce savoir-faire ancestral. Moi, j'aime beaucoup cette séquence de l'entrée. On descend, en fait. On doit être connecté à la terre, mais en même temps, on est projeté vers le ciel. Donc, il y a cette connexion qui se crée entre terre et ciel. Cette séquence, donc, est finalement, oui, très poétique. Donc, ces deux sœurs qui sont italo-tunisiennes et dont le père est ébéniste. Le père est c'est vraiment l'artiste du bois. Ils ont un petit peu repris l'affaire et avec Rada, on arrive à faire plein de choses ensemble sur mesure. C'est le travail de bois massif. Et donc, c'est toi qui dessines c'est nous qui dessinons, mais bien évidemment, il y a une interaction. Et puis, comme elle connaît la matière bien plus que nous, donc elle a aussi son apport pour nous expliquer un petit peu. Donc, Rada, c'est l'ébéniste. Oui, sur ce projet, Rada, c'est l'ébéniste, mais il y a aussi un autre ébéniste italien avec lequel on collabore. C'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont quand même quelque chose, c'est pas des menuisiers qui vont tout simplement exécuter quelque chose. J'ai une question.
Tout à l'heure, vous aviez dit que quand on accède à la villa, on s'enfonce dans la pente, c'est ça? Donc on accède de haut en bas. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que ce rapport au sol il représente pour vous? Est-ce que c'est seulement une volonté de préservation de la pente? Ou bien est-ce que vous l'abordez plutôt d'une façon plus poétique? Si oui, est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Bon, déjà, il y a un sens assez, si on veut, assez naturel. On aime bien s'intégrer dans la topographie de façon à suivre le sens du terrain. Donc, de toutes les façons, on est coincé par un voisin, on est coincé par la rue, et la pente, 3 mètres sur une courte distance, c'est pas peu. Donc, on devait de toutes les façons travailler et s'intégrer à cette pente, parce que aussi, c'est pas très logique de remblayer tout le terrain. C'était pas très écologique, ni très économique, voilà. Et forcément, quand des choix s'imposent à nous de façon, en suivant le bon sens, si on veut dire, il y a forcément quelque chose d'assez poétique qui s'en dégage parce qu'on ne va pas à l'encontre de quelque chose. Donc ça devient presque comme une évidence. Et donc il y a une progression vers la maison à partir de l'avenue Habib Bourguiba, qui est une avenue hyper brillante, donc juste en arrivant à Maigri. Et quand on monte, il y a déjà une espèce de progression vers quelque chose d'un peu plus calme. Et en plus, il y a cette impasse, donc on emprunte l'impasse et on s'éloigne encore plus, non seulement du bruit, mais il y a quelque chose déjà qui s'installe. Et on s'enfonce dans l'impasse et on arrive tout au bout. Et là, on a envie de continuer ce pas vers cette privatisation de ce cocon. Et donc, c'est pour ça que quand on rentre, on a envie encore de s'enfoncer davantage et de laisser encore plus tout le chaos urbain derrière nous. Donc, c'est un petit peu... c'est comme si on essaye de s'inscrire un petit peu dans cette séquence où on laisse un petit peu le chaos urbain pour rentrer vers l'univers de cette famille qui est... quand on est vraiment dedans, les voisins, on ne les sent plus, tout ce qui est dehors, on sort de... Voilà, exactement. Voilà. C'est un peu d'ailleurs la gradation qu'on a dans les bâtiments traditionnels. On est dans une rue, dans une impasse, voilà. Et on rentre dans la street pour retrouver un monde plus calme, plus coupé du chaos. Ouais. Je pense que ce schéma est clairement marqué quelque part. Et il y a souvent ces séquences-là quand on dessine des villas. Je voulais vous remercier pour cette conscience envers l'écologie. C'est déjà bien, mais surtout vous avez conscience ça produit aussi du COD dans les pierres, là ça va être. Donc c'est déjà très bien écologiquement. Et puis, vous avez dit qu'il y a une partie en porte-à-faux qui était conçue avec du béton armé. Est-ce que vous avez voulu éviter cette partie? Pourquoi vous n'avez pas évité? Pour pouvoir faire tout en pierre. C'est ça? Et vous avez pu éviter avoir un porte-à-faux et avoir notre... Oui. Nous étions déjà assez avancés dans le projet avant d'avoir... on était convaincus qu'on allait avoir l'ingénieur en génie civil de notre côté pour trouver des solutions pour gérer tout ça. Donc c'était un petit peu un bras de fer perdu. Et comme dans chaque projet, on est frustré de ne pas avoir relevé le défi. La villa qui est venue juste après celle-là, elle est entièrement en pierre et il n'y a pas de béton. Et on l'a réalisé avec d'ailleurs Trier Slag, qui est mon ancien
professeurs, enseignants. Et justement, on a évité d'avoir ce genre de porte-à-faux. Voilà. Donc c'était quelque part une leçon. On a essayé de comprendre un petit peu ce qu'il fallait pour justement essayer d'atteindre une volumétrie qui puisse être à 100% en pierre et qu'on puisse faire travailler la pierre dans son rôle structurel, dans son rôle porteur. Bien que personnellement, je trouve que ce mariage entre ce volume blanc et cette pierre, finalement, cette authenticité qui est ramenée par la pierre, je trouve que ça, c'est aussi très beau. Moi, je dis, c'est très esthétiquement, c'est très beau. Oui. Non, c'est une intention de toutes les façons. Lorsqu'on aborde un projet, on dit qu'on ne peut pas atteindre tous les objectifs. Franchement, l'idée de la pierre n'a jamais été évoquée pour l'utiliser jusqu'au bout dans son rôle structurel, etc., dès le départ. Parce qu'au début, c'était un cube blanc. Donc déjà, il n'était pas... Enfin, il y avait un petit peu dans l'inconscient cette volonté, puisque j'avais vu toutes ces villas à Medellin en pierre, donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien utiliser la pierre. Mais l'idée du cube était assez présente déjà. On avait fait les premières maquettes que je ramènerai. Il y avait ce cube blanc dans cette pente. Et donc, quelque part, après, on s'est mis à jouer avec, on a tronqué, etc. Donc, il avait déjà sa place, ce cube blanc. Et donc, bon, on La se dit question que du tout pierre ne s'est pas posée. ne s'est pas vraiment posé. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ça qui a fait la richesse de ce projet. Ce mariage, qui n'est pas toujours évident. J'ai une autre question. Je voulais savoir d'où est-ce que cette idée de cube blanc, d'où est-ce qu'elle est venue? Pourquoi en fait le cube blanc, vous avez dit qu'elle était présente dès le début? En fait, on avait une volonté de dégager le maximum d'espace pour le jardin. Et donc, on avait travaillé avec ce cube pour optimiser la circulation et essayer d'avoir les espaces. On voulait avoir un plan assez bien rigoureux, organisé, et avec des plateformes donc en semi-niveau. Et donc, on a fait tout un travail avec une crame, etc., pour avoir différents plateaux avec des demi-niveaux. Et on voulait cet objet assez pur et laisser la pente intacte. Sauf que la cliente, elle avait dit qu'elle voulait vraiment utiliser son jardin avec pelouse, piscine, etc. Donc il n'était pas question de laisser un jardin en pente avec un dénivelé de 3 mètres. Et puis avec toutes ces plateformes en demi-niveau, elle devait à chaque fois emprunter les 4-5 marches pour se déplacer chez elle. Et donc l'esquisse n'a pas été retenue. J'ai posé la question parce que j'avais l'impression que c'était un volume qui s'est posé sur un socle massif. Et puis j'ai beaucoup apprécié cette dualité. Ça m'a rappelé un petit peu les palais à socle italiens. Parce qu'en bas, on a ce volume très massif, et puis ce bossage sur les murs. Et voilà, après. Donc ça m'a rappelé un petit peu ça. Bon, moi j'avais une petite. La pierre en général, les carrières en Tunisie qu'on peut exploiter parce que, comme vous l'avez dit, il y a une richesse qu'on n'exploite pas autant. Et donc, ma question se portait plus sur les maçons qui manipulent cette pierre. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver. Bon, là, vous les avez trouvés en l'occurrence, mais est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être perdu, en fait, parce qu'ils ne travaillent pas assez, parce qu'on ne sollicite pas assez les maçons qui manipulent très bien cette pierre locale? Et voilà, à cause de tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment en train de se perdre? Vous trouvez que ça reprend un peu?
Non, c'est vraiment assez triste un petit peu cette histoire de pierre. Déjà que c'est un petit peu absurde de construire en béton en Tunisie, enfin, dans un climat comme le nôtre. Je trouve ça totalement absurde. Parce que le climat ne s'y prête pas et parce qu'on est tellement bien dans des espaces en pierre où il y a cette fraîcheur. Donc, déjà, je pense que c'est une chance d'avoir une ressource qui est disponible et qu'on n'utilise pas. Mais l'autre problème, c'est que les tailleurs de pierre, bon, nous, c'est vrai, il y a Rojdi qui était le plus jeune et qui était plutôt celui qui organisait l'équipe, mais sinon, le reste, il y en a un qui avait 80 ans. Et c'est un travail qui est physiquement très, très fatigant. Parfois, j'arrivais, je restais avec eux sur chantier et ils en avaient les mains presque, ils en arrivaient au sang. Donc, c'est un travail qui est difficile et j'ai comme l'impression que, enfin, c'est eux-mêmes qui le racontent, il n'y a pas vraiment une passation. La nouvelle génération n'est pas très... il y en a quelques-uns, bien évidemment, mais ce n'est pas, ils ne sont pas nombreux à avoir cette volonté d'apprendre la taille. Et puis, aujourd'hui, les clients sont pressés, ils sont tous très pressés. Et tailler la pierre, forcément, c'est un travail qui prend bien plus de temps que de construire avec une double cloison en briques. Alors, et puis forcément, les quelques rares tailleurs de pierre qui font ce travail, ils viennent de très loin, ils ont des conditions difficiles, donc parfois c'est pas aussi, c'est-à-dire sur le plan économique, ça coûte plus cher de construire en pierre que de construire de façon conventionnelle. Donc ça n'intéresse pas le client. Moi, je lui explique que de toute façon, ce qu'il va dépenser aujourd'hui, il économisera plus tard dans la climatisation, etc. Donc je pense que ça peut valoir le coup. Mais psychologiquement, vu que c'est justement, il faut partir vers la rencontre de ces tailleurs. Quand ils sont partis, j'ai appelé un ami qui est tailleur de pierre. Pour finir, on était presque ensemble en train de faire des finitions des murets, etc. Parce que ils sont rares, oui, ils sont très rares ces tailleurs de pierre. Donc, moi je trouve qu'il y a moyen. Enfin, nous avons un rôle en tant qu'architecte. Lorsqu'on provoque une commande en pierre, c'est une façon détournée et indirecte de faire travailler ces gens-là et de faire peut-être créer cette passation de ce savoir-faire qui, à mon sens, est précieux. Une autre petite question juste par rapport à l'assemblage. Avec quel liant ils ont été assemblés, c'est tout? Il y a du ciment, il y a un peu de chaux, en fait, parce que... Donc il y a... Bon, on a cette idée de colorant. J'étais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu fondu dans le... Bon, on a fait des tests, il y a aussi des pigments pour avoir une couleur qui s'apparente un petit peu à la tonalité. On avait fait des tests avec du ciment blanc, avec du ciment noir. Après, quand on a utilisé le colorant, on a dosé, bien évidemment, pour que ce soit pas... Donc, on est passé par toutes les tonalités, rose bonbon, rose fuchsia, etc., jusqu'à trouver la bonne tonalité. Une question par rapport à la durée, justement, du chantier. Il a duré combien de temps, le chantier? Il y a eu beaucoup de coupures, puisque l'entreprise du bâtiment, pas les tailleurs de pierre, l'entreprise du bâtiment a été, c'est-à-dire il y a eu plusieurs entreprises qui se sont relayées. Et donc il y a eu de grands moments d'arrêt, mais en comptant la période où le chantier a été opérationnel, c'est exactement 2 ans et 4 mois. Il faut vraiment que le propriétaire soit convaincu. Il soit parfaitement convaincu de ça. Je pense que réellement,
les 2 ans et 4 mois, c'est pas parce que le projet est en pierre. L'ouvrage qui a été conçu en pierre, il s'est fait très rapidement. Le reste, c'est tous les problèmes qu'on a eus, donc, qui n'étaient pas conformes au plan, donc on devait démolir, demander à se les faire refaire, démolir, demander. Parfois on démolissait jusqu'à 4 à 5 fois pour obtenir, ou parfois changer d'entreprise. Mais l'idée c'est clairement pas le fait que cet ouvrage soit en pierre qui a ralenti ou complexifié le chantier. C'était la partie la plus simple, bizarrement. Ça, c'est pas bizarre, parce que nous étions avec des gens super qualifiés. C'est encourageant. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure de pierre. J'ai raté le début de la conférence, je m'en excuse, mais je vois qu'il y a une épaisseur de 70 de pierre. Et je n'ai pas la raison. Est-ce que tu l'as expliqué avant ou oui. En fait, l'épaisseur dans la plupart des clous allemands, elle est de 50. Mais il y a une partie du projet où la cuisine, elle est encastrée dans l'épaisseur du mur. Et là, c'est la cuisine. Donc là, c'est la cuisine. Voilà. Et là, c'est une banquette. Et on ne voulait pas avoir de volets roulants, donc on voulait que ces panneaux de fer forgé, lorsqu'ils se plient, on arrive à les rabattre dans l'épaisseur du mur. Et ce qui fait que cette cloison-là seulement fait 75 cm. Tu intègres le mobilier dans cette épaisseur de pierre. Voilà. Ce qui donne beaucoup de caractère à ces épaisseurs. Un mur en pierre, il faut qu'il ait de la matérialité. Il ne va pas être. Il y a femme à la pierre, mais il y a aussi quand même cette polysamium à la géothermie. Le fait qu'elle soit semi-enterrée, ça prend la température de la terre, c'est vraiment très frais l'été. Je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit semi-enterré. Que ce soit semi-enterré. Ça aussi, je pense que ça a joué dans la qualité de fraîcheur de l'air pendant l'été. J'ai vu une photo, je ne sais pas si la photo. On ne voit pas le. On ne voit pas l'aluminium. Ah oui, ça c'est l'immeuble de synthèse pour le mobilier. Ah, d'accord. C'est en cours d'études, on ne voulait pas surcharger l'image. Parce que là, on est en train de concevoir le mobilier, donc ça c'était juste pour situer le mobilier dans son contexte. Mais on ne voulait pas. Non, moi je ne me suis pas rendu compte. C'était une image de synthèse. Avec pas de jour, je dis, bon. Ah, d'accord. Donc, personne n'a de questions, c'est bon. Bon, merci beaucoup, Xavier. Donc, la prochaine fois, tu nous présenteras la maison tout entière. Voilà. Tu es chez toi. Donc, quand tu veux. Merci beaucoup. C'est comme ça. C'est le back-office. Merci en tout cas. Thank you.